Alors bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle édition des conversations sur la page Facebook d'Hotel & Lodge. Les conversations, c'est un nouveau format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, organisé par Singularité et Hotel & Lodge. Le principe, chaque mardi et chaque jeudi, on se retrouve à 18h pour un échange à bâton rompu, pour partager et se donner des clés pour aborder cette crise, la manière dont on va en sortir et dont on va pouvoir rebâtir une économie touristique plus résiliente et plus prospère. Je suis Pascale Boissier, je suis membre de Singularité, plutôt en charge des sujets transition et innovation, et je suis ravie de pouvoir recevoir aujourd'hui Oliver Sterman, qui nous fait la joie de participer à cette nouvelle conversation. Alors Olivier est un entrepreneur de l'hôtellerie à multiples casquettes. Vous êtes propriétaire et investisseur hôtelier. Vous êtes le président d'une communauté de propriétaires hôteliers qui s'appelle THCC, dont on reparlera, mais vous êtes aussi vice-président d'un groupe d'hôtels de charme et caractère qui, je crois, représente aujourd'hui plus de 1000 propriétaires et décideurs hôteliers dans plus de 87 destinations. Donc merci Oliver d'être présent avec nous aujourd'hui. Première question, comment vous allez? Comment vos équipes, vos proches, où est-ce que d'ailleurs vous êtes et comment vous vivez la situation actuelle? Eh bien, bonjour Pascal, bonjour à tout le monde, bonjour chers consoeurs et confrères. Je suis en France, à Levallois-Perret, dans mon appartement, confiné avec ma femme et ma fille. C'est un avantage, c'est que je vois ma fille grandir tous les jours et c'est fantastique. Elle a 10 ans, elle est fantastique. Et ma femme aussi en télétravail. On voit beaucoup de choses très intéressantes pendant cette période. Je n'ai pas à me plaindre. Objectivement, je n'ai pas à me plaindre par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, je pense à mes équipes et à nos équipes qui sont pour la plupart en chômage partiel. Voilà. Maintenant, on est là, tout va bien, tout va très bien, et on fait comme on peut, et on survit, et ça va très bien. Voilà. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Oliver, vous avez un parcours assez très riche, avec, comme je le disais en introduction, de multiples casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Je crois que vous êtes d'une famille d'hôteliers, donc c'est vraiment une histoire de famille pour vous, l'hôtellerie, je crois. Alors l'hôtellerie et restauration, plus exactement, parce que j'avais un grand-père qui avait un restaurant à Mâcon qui s'appelait le Finbec. Donc ça remonte après la guerre. Et par la suite, mes parents ont eu d'abord des colonies de vacances qui se sont transformées après en pension de famille, en quelque sorte, qui après ont suivi le chemin plus de l'hôtellerie. Pour moi, l'hôtellerie est un sacerdoce. Je viens de là. Je me rappelle très souvent, quand on parle avec des hôteliers, je me rappelle très souvent de l'époque où, à l'âge de 10 ans, je pelais des pommes de terre dans un local à ski, avec, vous savez, les vieux éplucheurs en bois et des sacs de 100 kilos qui me dépassaient certaines fois. Alors, ça fait pas Cosette, c'est pas pour faire Cosette que je dis ça, mais c'est parce que ça m'a appris vraiment la discipline. Alors, j'en voulais beaucoup à mes parents à l'époque et maintenant, je les remercie 100 000 fois de m'avoir appris ça. J'ai aussi suivi ce qui est très suivi en Suisse, c'est-à-dire le format de l'apprentissage, comme en Allemagne. C'est après que j'ai passé les diplômes, mais c'est au début, j'ai été un enfant de l'apprentissage, donc j'étais sur le terrain très très tôt. Et pour moi, c'est l'hôtellerie non seulement un sacerdoce, mais c'est une discipline et c'est pas seulement apprendre à aimer les gens, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même. Comment du coup, pour revenir à ce qu'on traverse actuellement, quels sont vous par rapport à votre activité, à l'activité de vos partenaires et des membres de votre communauté, quels sont les impacts que vous constatez, et notamment sur vos membres avec lesquels vous êtes en prise et en contact direct? Écoutez, alors. Déjà, THCC, c'est 412 propriétaires répartis sur essentiellement l'Europe francophone, qui représente à peu près 1200-1300 hôtels.
Je ne connais pas le nombre exact d'hôtels, je connais le nombre exact de propriétaires. Voilà, ça c'est une chose. C'est des propriétaires qui sont à la fois indépendants, qui peuvent avoir une autre unité qui est sous marque, etc., etc. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas la marque, le groupe, etc. C'est l'entité propriétaire, c'est ça qui compte. Alors maintenant, pour répondre à votre question, on remarque comme partout, que ce soit France, Suisse, Belgique, si on prend cet ensemble de pays francophones, une perte naturellement de chiffre d'affaires, des annulations à tout va, un on the book qui est quasi vide jusqu'à fin août. Maintenant, on remarque quand même qu'après fin août, il y a quand même une croissance des prises de réservation. Pour ma part, je regarde beaucoup les hôtels de montagne, puisque ça m'intéresse personnellement vivement. Ça va être très compliqué cet été. Probablement, ma question qui se pose, c'est dans mon bien-être actuel, c'est le point noir, c'est de justement voir si on va ouvrir, comment on va ouvrir, etc. Donc, il y a des points très concrets. On voit qu'il y a vraiment de la perte de chiffres et qu'il y a des choses qui se passent. On a lu, par exemple, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 jours, un article, je crois, sur France Bleu ou France Inter qui disait qu'il y avait entre 20 et 30% des hôteliers en Charente-Maritime qui pensaient passer à la trappe, hôteliers-restaurateurs pensaient passer à la trappe. Il y en a déjà qui sont en procédure de sauvegarde. C'est là où on voit véritablement une différence avec la façon de penser peut-être française et suisse. Je parle pas de la belge parce que j'ai pas assez d'informations sur cette partie-là. Actuellement. Justement, vous évoquiez des différences dans le mode de gestion de la crise en Suisse qui vous avez frappé par rapport à la manière dont ça se passe en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu comment ça s'est passé en Suisse? Mais écoutez, sur la Suisse, vous avez 8 millions, je crois, quelque chose comme ça, d'habitants, et vous avez eu environ 1200, 1300 morts. Sur la France, on a à peu près 67 millions d'habitants avec, je crois, 17 000 morts, quelque chose comme ça. Donc proportionnellement, je ne vais pas dire que malheureusement ça se tient, mais c'est quand même relativement proche. Mais c'est centralisé sur 3 cantons qui sont Genève, Vaud, donc limite en face d'Évian, etc. Et sur le canton du Tessin qui est frontalier avec l'Italie, ce qui est quelque part logique avec l'Italie du Nord. Donc voilà. On voit aussi que, par exemple, l'armée a été déployée en Suisse. L'armée, c'est une armée de milices, donc c'est des civils qui se transforment en militaires une fois par année, 2 fois. Vous avez des militaires qui ont été touchés. Vous avez l'armée qui garde aussi les frontières. Vous avez, il faut voir aussi que la façon de penser, vous savez, chez nous, elle est un peu différente en Suisse, dans le sens où on a, je pense, un civisme qui est plus poussé. En fait, on n'a pas un confinement qui a été obligatoire. On a un confinement qui a été conseillé. Première des choses. Il n'a pas été... Qui est respecté. Qui est respecté. Alors, je cache pas que dans certains endroits comme à Genève, c'est un peu très compliqué. C'est même très compliqué. Après, c'est quand même relativement respecté. Les hôtels, par exemple, n'ont pas reçu un ordre de fermeture. Vous avez à l'heure actuelle un certain nombre d'hôtels ouverts, mais qui tournent très peu, qui tournent encore parce qu'ils couvrent peut-être certaines de leurs charges fixes, voire même certaines variables, mais voilà. Après, vous avez, je crois, 55% d'hôtels complètement fermés, vous devez avoir, je crois, 27%, quelque chose comme ça, d'hôtels relativement ouverts, enfin partiellement ouverts, et le reste est ouvert. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 45% du parc hôtelier, selon une étude de la Haute École Valaisanne, qui reste encore partiellement ou totalement ouvert. Voilà. Il y a déjà des hôtels, d'ailleurs c'est très intéressant, qui prennent des mesures d'ailleurs internes liées à la gestion d'un déconfinement, parce qu'il faut savoir que la Suisse va déconfiner probablement à partir du 21 avril, c'est les échos. Donc on est sur une façon d'être qui est un peu différente. Il n'y a pas de, je crois, de documents pour signer, pour sortir, etc. Je pense qu'on nous prend un peu moins pour des enfants. Il faut savoir qu'on a aussi la protection civile qui est déployée, c'est-à-dire les gens qui gèrent des abris anti-atomiques. Il y a enfin, il y a plein de choses comme ça. On a été dans une politique en Suisse depuis très longtemps, depuis la guerre, dans le fait de prévoir le pire. Donc en fait, on est chaque fois à construire, quand on construit une maison, on met un abri anti-atomique en dessous, qui sert souvent de garde-manger d'ailleurs, de cave. Donc vous voyez un peu l'esprit. Donc automatiquement, quand on a cet esprit-là, qui est très militaire, puisque chaque Suisse fait son armée normalement ou va en protection civile, jusqu'à l'âge de 35 ans plus ou moins. Donc il y a cette attitude. Voilà. Maintenant, il y a des pertes de chiffre d'affaires, il y a des cas dramatiques, mais on gère la crise de façon, je pense, un peu plus calme.
Okay. Et justement sur ces questions de prévention et ces questions d'anticipation d'un certain nombre de choses, justement la communauté que vous avez créée, la communauté d'hôteliers que vous avez créée, elle a justement pour vocation à favoriser de l'entraide, à mutualiser un certain nombre d'efforts. Concrètement, comment ça s'opère là en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place et d'imaginer, des outils, des solutions que vous êtes en train de bâtir et de proposer? Alors, si vous me permettez, je vais répondre en 2 temps. Premier temps, je vais plus ou moins pas prendre beaucoup de temps, je vais être assez succinct, j'espère, sur la présentation de THCC, parce que ça me semble important dans la réponse de la phase 2 de la réponse, en fait, qui va être les initiatives et ce qui est fait déjà et ce qui va être fait. Alors, THCC n'est pas un groupe, n'est pas une marque, n'est pas donc un groupement, n'est pas une chaîne hôtelière. L'idée de la chaîne hôtelière par rapport à THCC, c'est que c'est un peu comme une ferme avec qui accueille des chevaux, en fait. Hein. C'est un peu bizarre quand on parle de ça, mais imaginons un ranch avec un énorme logo en dessus. Ce sont des chaînes volontaires. Je parle pas des chaînes intégrées. Hein. Je les sors du raisonnement. Hein. Okay. Quand un cheval arrive, le fermier lui dit, écoute, c'est super, t'es là avec le cow-boy dessus, c'est génial. Par contre, tu vas me payer un droit d'entrée. Et tu auras la capacité d'utiliser les services qui sont ici. Naturellement, tu vas devoir mettre le logo sur ta selle, ça va être très cadré, etc. Et naturellement, tu partages la philosophie du ranch. C'est important, ça veut dire qu'en fait, chaque unité, elle met en avant une identité générale, une marque. Et naturellement, du moment qu'elle partage cette philosophie, il y a en retour des actions qui sont fournies. En sachant que dans le ranch, vous avez quelquefois des dizaines de salariés, vous avez des charges, etc., qui sont couvertes justement par les fees que payent les hôtels, en partie. La différence, c'est que THCC, vous imaginez la même chose, sauf qu'il n'y a pas de logo. Et que le cheval rentre, il n'y a donc aucune contrainte de fees, il n'y a pas de commission sur les réservations, il n'y a pas de logo, il y a une identité. En fait, chaque unité garde sa propre identité. Mais elles utilisent en fait ce qu'on peut utiliser en termes plus biologiques d'agrégation, en fait, de mutualisation de ces diverses unités pour se pousser. Mais chacune garde son identité et son indépendance, ce qui est contraire à ce que disent certaines chaînes qui disent on est à la fois chaîne et vous gardez votre indépendance. Quand on est indépendant, on est indépendant. Voilà, il faut pas jouer sur les mots. Je suis quelqu'un qui est très à cheval sur la signification de chaque mot. Chaque mot a une signification, chaque phrase a une signification. Un hôtelier, c'est quelqu'un qui tient un hôtel. Ce n'est pas le personnel des hôtels. Chacun a son poste. Et c'est pour ça aussi que THCC, c'est une communauté de propriétaires et d'hôteliers, donc de personnes qui tiennent des hôtels, qui investissent dans l'hôtellerie, etc. Contrairement à des chaînes où il y a des relais quelquefois qui sont un peu différents. Voilà. Donc, pas de fees, pas de contraintes, pas de logo, une liberté totale, mais par contre, la possibilité d'arriver dans cette fameuse ferme et de sortir divers tiroirs, de les ouvrir et de dire, je suis intéressé par ça, je suis intéressé par ça, je suis intéressé par tel service. Et ce sont des experts externes, pas du groupe THCC, en fait, qui fournissent ces services. Par exemple, on arrive à négocier avec certains hôteliers des rabais sur les commissions. Tout le monde peut en profiter. Alors que ce soit un hôtel X ou Y, il en profite. Après, nous avons chez nous des gens qui sont propriétaires, par exemple, d'hôtels Kempinski, d'hôtels Fairmont, et puis une troisième unité qui n'a pas de marque. On a des gens qui sont chez Logis, on a des gens qui sont chez Personne, on a des gens qui sont chez Charme et Caractère. Personnellement, je suis vice-président de Charme et Caractère parce que j'ai un établissement, enfin j'en ai 2 qui sont présents chez Charme et Caractère personnellement, puis il y en a encore d'autres derrière. Mais ce n'est pas le fait de ne plus croire dans les chaînes. C'est le fait de dire que nous voulons garder notre indépendance et nous amenons des services et les gens, tout en gardant leur indépendance, profitent de ces services. Maintenant, si on passe à la deuxième phase de votre question, qui est concrètement ce qu'on amène, comme je vous ai dit, on parle beaucoup de mutualisation. Oui. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On considère que chacun garde son identité, mais peut apporter à l'autre et peut bénéficier de l'autre, tout en gardant sa base de données, son indépendance, etc. Je prends un exemple de service de mutualisation.
Et après, je rentrerai dans les détails de ce que nous allons faire par rapport à cette crise et ce que nous commençons à faire par rapport à cette crise. Un exemple, c'est simple, qui sera aussi inclus dans ce fameux kit de relance. Nous allons avoir des newsletters croisés où chacun gardera son identité. Vous prenez 3 hôtels de marques différentes qui n'ont strictement rien à voir en termes de concurrence. Par exemple, ça peut être un hôtel leading, un hôtel rien du tout, un hôtel logis, un hôtel charme et caractère, etc. Et chacun envoie sur sa propre base la même newsletter où figurent les 3 offres des 3 hôtels. De manière croisée, oui. De manière croisée. Ça implique qu'on remarque un taux de conversion, je parle de conversion et pas d'ouverture, qui est limite de 20 à 25%, ce qui est très important. Simplement parce que chacun a profité de la base de l'autre, qui est totalement différente de la sienne, et en gardant son identité et en mettant en avant sa propre politique commerciale. Donc là, vous parlez de mutualisation d'actions commerciales. Par exemple. Est-ce que dans la perspective de cette crise et de la sortie de crise, il y a un certain nombre d'outils, de services mutualisés sur lesquels vous êtes en train de travailler pour accompagner les hôteliers ? Alors, c'est la dernière phase de la réponse. Voilà, donc j'y viens, mais merci de me recadrer un peu. L'idée, c'est que nous avons décidé de mettre en place 3 choses. La dernière, on l'a appris hier, donc c'est récent. Il va y avoir un kit de relance, technique, financier, commercial. Okay. Et dans ce kit de relance qui va commencer dès le départ, c'est-à-dire encore en période de confinement, déconfinement et relance, c'est-à-dire en 3 phases, il y aura des actions de soutien, des diagnostics, des choses comme ça qui seront fournies aux membres. Maintenant, il y a une chose aussi qu'on est en train de négocier avec un partenaire qui s'appelle PBI. C'est la fourniture par exemple de gel hydro à des prix assez bas, etc. Le problème dans ce genre de crise, c'est que personne à l'heure actuelle n'a donné de directive précise. Est-ce que il va falloir 2 mètres entre chaque personne ou 1 mètre? Est-ce qu'il va falloir du gel hydro à l'entrée ou juste après le passage de la porte de l'hôtel, etc., etc. C'est un peu comme une règle de 3. Si on a l'inconnu, mais il faut quand même 3 données. Si on en a que 2, ça va pas se faire. Si on en a que 3, ça va très bien. Donc, il faut les règlements précis, les réglementations précises. 2, il faut un soutien et une formation aux équipes. Et 3, naturellement, il va falloir du matériel, c'est-à-dire des gants, des masques, etc., qui seront imposés par l'État. À titre informatif, la crise et la pénurie qu'on a de matériel en France n'est pas du tout la même en Suisse, ou en tout cas pas dans la même signification. Donc c'est bien pour ça qu'il y a un déconfinement aussi qui se fait un peu plus en amont. Ce qui veut dire que on pourra aussi capitaliser sur les dispositifs et les mesures mises en place dans les hôtels suisses pour aussi inspirer la manière dont on peut le faire en France. On s'y inspire déjà, c'est-à-dire qu'on pense déjà à mettre en place aussi un fonds d'investissement depuis un pays de l'Europe, donc de la communauté européenne, qui n'est pas le cas de la Suisse puisqu'elle est en dehors de l'Europe, même si elle est dans Schengen. Ce fonds qui va être chiffré plus ou moins à plusieurs millions, je ne peux pas exactement vous dire à combien, mais entre 40 et 80, va être créé par plusieurs financiers et investisseurs hôteliers et va injecter ces montants-là, c'est parti totalement, on verra, dans certains dossiers d'hôtels ou de chaînes hôtelières, etc., qui en auront besoin sous 2 prismes, soit d'un simple prêt, soit d'un prêt avec prise d'action au capital ou éventuellement avec des obligations remboursables. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, on voit des initiatives de ce côté-là. THCC créera son propre véhicule financier d'ailleurs avec ce genre de choses, avec cet institut financier. Voilà. Donc des services, du matériel, de la formation et maintenant effectivement des moyens supplémentaires de financement. Effectivement, on voit que ces approches de mutualisation et de nouvelles coopérations sont vraiment, on va dire, structurantes dans un moment comme celui-là. Oui, et puis c'est très important d'être très proche du terrain, c'est-à-dire faire des annonces, c'est une chose. Je sais, moi, quand je me retourne et que je dors dans mon lit, je sais exactement quels sont mes problèmes. Je sais, par exemple, est-ce que je vais engager du monde, est-ce que je vais licencier définitivement, etc., etc. Ma question que je me pose depuis hier soir, c'est si je reloue une chambre,
qu'est-ce que concrètement je vais devoir faire pour pouvoir la relouer derrière et qu'elle soit désinfectée? Est-ce qu'il faut faire venir une entreprise ou est-ce qu'on va me dire ah bah non, les bactéries, le virus, il reste quelques temps et puis après il part. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faudra leur louer 3 jours après ou il y a plein de choses comme ça qui oui, c'est des questions très concrètes, et très concrètes. Et donc il faut pouvoir les apporter. C'est pour ça que dans le kit de relance, on est en train de voir avec plusieurs partenaires d'ailleurs de créer un kit de relance où il faut faire une sorte de management process. On va dire aux hôtels, voilà, comme quand un salarié rentre dans un établissement de grande marque, il a un dossier, enfin un classeur, on lui dit il faut faire ça, faire ça, faire ça. Pour faire ça, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais une sorte de guide, un management process qui va dire voilà, une réservation arrive, etc., etc. On a mis en place, par contre, on l'a vu dans certains hôtels suisses où c'est plus du 3-8, mais on arrive à du 6-4 ou du 4-6. Donc on est aussi sur un mode aussi dans le fonctionnement. Est-ce que juridiquement on pourra le faire? C'est aussi une question. Est-ce que les syndicats le laisseront le faire, etc. On le voit en tout cas qu'il y a des solutions, on peut les apporter très facilement, mais qu'il faut les cadrer. C'est-à-dire qu'avant d'apporter ces solutions, cette batterie de solutions, il faut exactement savoir où l'hôtel en est. C'est pour ça que nos préconisations, c'est d'abord faire de diagnostic, de faire venir des experts externes et pas internes, parce que moi-même qui peux quelquefois faire des diagnostics, je ne serais incapable de le faire dans mon propre établissement, c'est toujours compliqué, et de faire venir des gens externes, techniques, financiers, commerciaux, de savoir exactement où on en est. Et au moment où on en est, on a une photographie de l'état actuel de l'hôtel ou des hôtels et on met en place une batterie de solutions sous forme de plan d'action. Et dans le plan d'action, on introduit des actions effectivement commerciales à très court et moyen terme en sachant exactement où l'on est. Parce que un des problèmes de cette crise, c'est que ça touche effectivement l'irrationalité. Et vous avez des hôtels qui vous disent, moi, je me lève le matin, je sais pas. Vous avez des propriétaires d'hôtels qui me disent, moi, le matin, je me lève, je sais pas à quoi je sers, ce que je vais faire, etc. Ils sont complètement déconnectés, alors que c'est des gens qui ont 2, 3, peut-être même plus d'hôtels. Donc ça touche un côté cérébral, mental et totalement irrationnel qui fait qu'il faut quand même arriver à les cadrer, ces gens-là, les aider à être cadrés. C'est ça aussi l'approche. Et là où je tiens à dire aussi, où il y a un très gros étonnement de ma part, c'est qu'à part 1 ou 2 chaînes en France, elles sont étonnamment silencieuses. Oui, parce qu'elles on partage ce constat. Elles n'arrivent pas à sortir des choses et qu'elles n'ont plus les possibilités d'amener des choses concrètes aux hôtels. À part Accor, qui a été, je pense, exemplaire, Monsieur Bazin, qui a majuscule, a été exemplaire sur ce qu'il a fait. SLH, via Jérôme Tourbier, qui a su dire on enlève des mensualités, etc. C'est un peu du bricolage, mais c'est du bricolage, à mon avis, qui fera plaisir à leurs hôtels membres. Qui est utile. Voilà, qui est concret. On enlève des mensualités, etc. Effectivement, s'il n'y a pas de travail, on faut enlever des mensualités, parce que sinon, ça ne correspond plus à rien. Et puis, éventuellement, Logis, qui a tenté de faire des choses qui tentent d'être quand même aux côtés des hôtels. Charme et Caractère aussi. Très sincèrement, j'en entends pas d'autres. C'est un silence attourdissant. C'est effrayant même. Donc, notre rôle en tant que plateforme et communauté de propriétaires, c'est d'essayer de les soutenir non seulement, je ne veux pas dire psychologiquement, il y a aussi des hôtels qui demandent du coaching. Donc, on est pour le personnel. Et dans quel état le personnel va aller travailler pour délivrer un travail, par exemple, en front? Comment ils sont? Est-ce qu'ils vont pas être comme ça? Est-ce qu'ils vont être comme ça? On est quand même des entreprises de service au final. Hein. Donc ça, c'est des questions importantes et c'est là où THCC se démarque en amenant justement des choses concrètes. Le côté financier est quelque chose qui est très important. On a à peu près 40% des hôtels qu'on a interrogés via un sondage. D'ailleurs, l'hôtellerie a aussi fait un sondage sur ça, sur les prêts bancaires où il y en a quasiment la moitié qui ne l'ont pas demandé parce qu'ils ont compris que ça allait surcharger leur compte. Et que ça va être très compliqué de rembourser, et l'autre moitié qui ont eu des refus ou refus avec un petit peu d'accès positif. Il y en a qui mélangent le crédit remboursable, enfin garanti par l'État, et ce que va faire la BPI. Donc il y a une espèce de maelstrom dessus de choses où peu de gens arrivent à comprendre parmi nos propriétaires. Alors ils se retournent vers leur compta, ils se retournent vers certains de leurs prestataires, mais certains de leurs prestataires sont fermés aussi, donc ils n'ont pas forcément de réponse ou ils n'arrivent pas à leur donner parce que c'est pas très clair. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce site coronavirus-du6 hotels.info qui permet d'essayer d'agglomérer le maximum d'informations sur les 3 pays que sont la France, la Belgique et la Suisse.
Voilà. Donc cet accompagnement du coup extrêmement concret, pratique, technique, financier à court terme, il est évidemment très important. Je pense que pour beaucoup d'hôteliers qui nous écoutent, de pouvoir compter sur ce type d'aide. Mais dans les échanges qu'on a eus également en préparation de cette conversation, on a évoqué aussi un certain nombre de changements, de mutations profondes qui là du coup viennent de manière plus saillante s'exprimer. Vous évoquez le fait qu'il va falloir changer notre manière de faire l'hôtellerie, et notamment on avait eu un point très intéressant ensemble sur lequel j'aimerais que vous reveniez sur justement le rapport à la distribution, aux distributeurs, aux ETA, et ce besoin qui a émergé vivement là d'une relation plus directe et d'une reprise en main de la relation avec les clients, et peut-être d'autres manières d'aborder la distribution. Écoutez Pascal, je croyais que vous alliez éviter cette question, mais vous allez me mettre, pour éviter de me mettre en état de transe, alors je vais essayer de pas l'être. Mais écoutez, les distributeurs ou les intermédiaires, du plus loin que j'ai été dans l'hôtellerie, donc ça fait très loin, on en a toujours eu, que ce soit des agences, etc. Donc je suis pas foncièrement contre les intermédiaires. Je suis foncièrement contre des gens qui prennent des attitudes, par exemple sur les remboursements. Je parle de Booking, etc., qui sont inadmissibles et qui méritent d'être sanctionnés à haut niveau, non seulement par les clients, par les hôtels, mais aussi par les États, parce qu'il est temps que certains commencent à payer leurs impôts en France, etc., parce qu'il va falloir soutenir naturellement l'argent que l'État donne. Qui va aller le payer, etc. Donc on part dans d'autres données. Mais si on revient sur les distributeurs, oui, il va falloir, je pense, et c'est lié aussi à ces kits de relance, etc., se pencher dessus très concrètement et dire, si on veut changer de modèle, c'est-à-dire accueillir plus de gens de proximité, etc., etc. Là aussi, je mettrai un bémol parce que c'est facile de dire qu'on veut que de la clientèle française, etc. Faut pas oublier que les autres pays vont déconfiner probablement autour. Je parle pas d'Italie et de l'Espagne, mais probablement avant nous, et qu'il faut aussi compter sur cette clientèle qui peut-être voudra venir en France ou peut-être ne voudra pas parce qu'elle aura peur d'une deuxième vague en France. Donc il faut aussi peut-être se dire qu'il y a des possibilités aussi là de clientèle, comme il faut aussi peut-être se dire que peu de Français pourront sortir du territoire peut-être pour aller dans certains pays parce qu'ils seront peut-être refoulés, ou ils seront peut-être refusés. Je sais qu'il y a des collègues en Suisse qui me disent même si la France est déconfinée, on veut pas. Donc on sera complet. Voilà. Donc il faut aussi relativiser. Maintenant, si on doit, nous hôteliers en France, se nourrir uniquement de la clientèle locale française, c'est pas 20% du parc d'indépendants, comme disait Monsieur Bazin lors de son interview, sa dernière interview, qui va disparaître. Ça va être 40 à 60%. Comme je disais, il y a déjà des gens qui pensent à aller en procédure, qui sont en procédure de sauvegarde. Donc il faut arrêter de penser comme ça, petit. Il faut penser plus ouvert et dire qu'il y aura des autres pays et qu'il faut aller. Maintenant, comment toucher ces gens ? Si on n'a que Booking, Expedia Group, enfin que ces deux groupes-là qui nourrissent les hôtels, ce qui était le cas dans certaines villes en France et dans certains hôtels, c'est sûr que ça va être très problématique. Donc, il faut aller chercher d'autres distributeurs, peut-être plus petits, peut-être plus thématiques, etc., qui sont liés aux produits qu'on va faire. C'est aussi un travail que doivent faire les channel managers et la technologie hôtelière. Ils sont aussi là pour ça. Les channel managers qui jusqu'à présent avaient très peu de canaux et ne cherchaient pas trop à se diversifier, ils sont pas voués à une vie longue et pérenne, malheureusement. Maintenant, peut-être que certains, alors je sais qu'il y a Edge qui fait de gros efforts, et je sais surtout que SiteMinder fait des très gros efforts aussi, avec des gens à l'interne, les deux, qui sont capables de répondre, comme Arthur Ruttner ou Alexandra Kessler, qui sont capables de répondre à la demande d'un hôtel en disant « Je veux toucher ce pays-là, je veux toucher cette thématique ». Qu'est-ce que vous avez comme distributeur ? Je sais qu'en interne, ils sont en train de réfléchir aussi à toucher des distributeurs plus petits, plus thématiques. Exemple, si vous voulez toucher le marché post-confinement en Suisse, vous avez des petits distributeurs qui sont des sortes de petits coffrets cadeaux locaux, Coca, Dine Deal, etc. Vous allez mettre des offres dessus pour les toucher. C'est à moins d'1 heure de vol, pour autant que les compagnies aériennes soient ouvertes, de train, etc. Et vous pouvez naturellement aller utiliser et toucher cette clientèle. Nous, on a commencé à le faire. Notre progression sur certains établissements est assez incroyable sur certaines zones plutôt Rhône-Alpine, éventuellement, je dirais sur la ceinture nord, enfin sur toute la partie est en fait de la France. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des retombées. Mais pour ça, il faut aussi que les distributeurs, pas que les distributeurs, que les channel managers, donc les outils technologiques, soient adaptés aussi
CAE et les rentrer dans leur interface, système d'interface. Donc, pendant cette période que l'on vit, il y a des choses très précises qu'il faut faire. Non seulement ce fameux diagnostic, audit, etc., savoir où on en est, mettre un plan d'action, mais dans le cadre de son plan d'action, il faut aussi intégrer quelque chose, à mon avis, qui est très clair, c'est le fait de revoir ces outils technologiques. Et il y a beaucoup de choses à dire. Les outils de yield inutiles, comme des outils très utiles, on parlait d'e-access la dernière fois ou d'autres, il y a des outils très utiles et il y a des outils qui ne sont beaucoup moins. Et ce qui va se passer, ce qu'on commence, nous, à voir, que ce soit en Suisse, c'est très avancé d'ailleurs, et en France, c'est qu'au moment où on commence à gratter les coûts, parce que quand on peut plus rentrer d'argent, on va aller chercher dans ses coûts pour s'optimiser, son RBE, c'est là où on va le chercher, on commence à regarder ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Oui. Et on commence à voir des gens qui disent, des hôteliers, est-ce que celui-là est utile parce qu'on va le dégager? Est-ce que celui-là est utile? On va le dégager. C'est aux équipes d'aller faire un peu plus de gestion d'expérience et pas un logiciel, etc., etc. Donc, dans la gestion de cette crise et de relance, il faut que les outils technologiques soient force de proposition et fassent aussi des gestes pour les hôteliers, pas seulement des gratuités, mais des rabais, des accompagnements, c'est très important. Alors il y en a qui font des webinars, etc., mais il n'y a pas que ça, il faut être là, les former, leur montrer, sortir plus d'interfaces, etc., etc. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, toute cette batterie-là de relance implique aussi de revoir son Cardex client. On sait que c'est très défectué dans la plupart des hôtels, qu'ils soient des hôtels de chaîne d'ailleurs ou pas, c'est des indépendants. Et c'est très important pendant cette période de travailler parce qu'il y avait un point qu'on avait évoqué très brièvement la dernière fois, c'est la recherche de la clientèle est très compliquée, d'une nouvelle clientèle. L'élevage de la clientèle existante est plus facile et en tout cas, peut-être pas plus facile techniquement, mais quand quelqu'un vient chez vous et qu'il est satisfait, il aura plutôt tendance à revenir, surtout dans le loisir et dans le corpo aussi, quoique dans le corpo aussi. Maintenant, on verra une chute du corpo, ça c'est sûr. Mais très importante, on le voit déjà. Mais sur par exemple sur les périodes salon, ça reprend. Enfin bon, c'est un peu particulier. Mais si on prend sur ces mesures-là, c'est-à-dire de gestion du Cardex, c'est très important et ça implique que les channel managers, que les PMS qui ont des systèmes de Cardex soient là, assistent les hôtels, etc. C'est pas l'hôtel qui va tout faire, c'est tout l'écosystème autour de l'hôtelier qui financièrement représente plus qu'un hôtel, puisse aussi être là. C'est pas seulement au gouvernement de dire il y a des prêts, etc. C'est très bien. C'est pas seulement à l'hôtel de dire je sors ma liquidité, je fais ci, je fais ça. C'est à ces entreprises-là d'être aussi à nos côtés et de donner du service. Formation, etc. On rejoint cette idée aussi de mutualisation des efforts. Est-ce que vous évoquez sur des approches plus fines, plus diversifiées, plus tactiques aussi dans la manière d'envisager la relance commerciale? Donc, mais en parlant de relance commerciale, il y a aussi les poids lourds du marché qui sont en train de se mettre en ordre de marche. Bien sûr. Airbnb a annoncé, vous l'avez vu comme nous tous, que il avait levé 1 milliard de dollars pour déjà soutenir ce qui est en train de se passer, ses hôtes et ses clients, mais aussi pour relancer l'activité. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous voyez l'avenir pour les hôtels, pour l'hôtellerie plus classique et notamment l'hôtellerie indépendante? Pour vous, c'est quoi les priorités à court terme pour faire face à cette concurrence? Non, ça m'inquiète pas. C'est très clair, non, ça m'inquiète pas, parce que moi je vous ai dit, il y a toujours eu des intermédiaires. Maintenant, je fais référence à un entretien qu'on a chaque année, on n'a pas eu cette année, parce que c'est toujours en début d'année, donc malheureusement on n'a pas pu s'y rendre. En Irlande, on va voir Google. Et Google Tourisme nous donne des bullet points comme ça. Et on nous a dit, il y a un an déjà, on nous a dit, vous savez, Google, maintenant, regardez ce qui se passe sur la page, quand vous tapez le nom de votre hôtel sur la page à droite, etc. Regardez Amazon qui a des projets, regardez des sites internet qui, quand vous tapez, vous entrez sur le site de l'hôtel depuis votre PC, c'est marqué « Bonjour Oliver, vous êtes client eBay, vous avez droit à 10%, donc c'est-à-dire qu'on fait éclater tous les segments. Regardez tout ce qui se passe et les gens qui arrivent, regardez Airbnb. » Donc on avait déjà quelque chose qui se mettait en ordre de marche déjà à une certaine époque, dans un autre temps, pas si loin. Maintenant, c'est très bien qu'Airbnb lève 1 milliard et puisse faire. On aura quelques questions quand même au niveau des encaissements, des annulations, enfin le côté très technique en fait de l'utilisation. Mais s'ils nous rassurent, tant mieux. Ça fera un peu de la concurrence entre eux. Et puis vous savez, à un moment, comme tout le temps, il y en a un qui va manger l'autre, etc. En dessus de nous, hôteliers, il y a toujours eu des intermédiaires et des agences, des GDS, etc. On a toujours eu ça. Donc on en aura
toujours. Ils sont nécessaires, il faut simplement savoir les utiliser, se servir d'eux comme d'une porte et après gérer sa clientèle. C'est quelque chose qui est tellement évident. Je rajouterai juste un dernier point sur ça. Ce qui est important, c'est que en interne dans ces hôtels, qui soient indépendants ou pas d'ailleurs, parce que je suis aussi advisor accessoirement pour des groupes hôteliers, soit de prestige, soit pas, mais je le fais, dont un groupe de prestige qui est basé à Genève, qui a environ 70 unités dans le monde. Je vous rassure, autant le Cardex est très mal tenu dans les hôtels, autant les systèmes de relance sont pas prévus, etc. Donc c'est égal chez l'un et chez l'autre. Hein. Tout le monde est touché. La seule chose, c'est que effectivement, ces distributeurs-là et Airbnb apportent un souffle nouveau et il va falloir justement leur laisser la porte ouverte, mais sous contrôle, c'est-à-dire bien regarder et d'avoir des gens en interne. Et c'est ça la problématique, d'avoir des gens en interne qui sont capables d'utiliser, de trouver les bons canaux, etc. Des gens formés, des gens qualifiés. Et je vais dire quelque chose qui ne fera probablement pas plaisir à certains de mes pairs, mais c'est pas grave. Très peu vont investir dans de la formation de leurs salariés. Très peu donnent des primes sur les réservations ou des choses comme ça. Nous, on le fait, on essaie de le mettre en place parce que ça a un effet. Et puis de l'autre côté, il faut savoir aussi quelquefois être humble et reconnaître que dans ces équipes, on n'a pas les personnes totalement qualifiées et il faut externaliser. Voilà. Je pense qu'on est arrivé maintenant à une période où il va falloir, pour les hôtels indépendants, les petits groupes hôteliers, on le fait d'ailleurs pour Hôtel de Charme et Caractère, THCC le fait, on trouve des personnes à externaliser, donc des sociétés de consultants ou autres qui sont externes et qui vont intervenir pour l'hôtel parce qu'il faut des spécialistes. Et plus que jamais, ça implique un investissement parce que rien n'est gratuit. Bien sûr. Parce que ce qui est gratuit, c'est pas forcément vertueux et puis voilà, ça ne rapporte pas grand-chose. Il n'y a jamais rien d'ailleurs de gratuit dans ce bas monde. Et du moment que c'est payant, oui, il faut avoir les reins pour les payer, des reins solides. Et c'est là aussi où on va voir que malheureusement ceux qui étaient déjà sur le fil du rasoir en tant qu'exploitants et qui étaient un peu entre deux eaux, qui se payaient pas, qui payaient à 90 jours les factures, etc. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de passages à la trappe, c'est évident. Les autres devront utiliser des moyens d'externalisation, utiliser des sociétés qui font du yield externe, des sociétés qui fournissent par exemple des logiciels d'expérience, savoir les utiliser, leur demander des conseils, etc. C'est très important maintenant plus que jamais. Et si on ne le fait pas, c'est pas avec l'interne qu'on arrivera à le faire. Il faut former les équipes internes aussi, c'est très important. Voilà. Donc si vous aviez, parce que là effectivement on retrouve l'enjeu de financement qui va être clé pour pouvoir aussi faire ces investissements, pour pouvoir aborder cette relance le mieux possible pour ceux qui le pourront. On a évoqué plein de choses et merci parce qu'il y a des éléments très très concrets qui peuvent peut-être aider ceux qui nous écoutent à se poser les bonnes questions et à envisager les bons sujets sur lesquels travailler en priorité. Mais si vous aviez un seul conseil à donner à vos partenaires hôteliers dans tout ce qu'on a évoqué, pour vous, ce qui est le plus important là à très court terme? Être humble et accepter de comprendre qu'on ne maîtrise pas tout, que la nature a pris quelquefois son dessus, et là c'est le cas, et qu'il faut accepter d'être accompagné. Qu'il faut accepter, c'est comme ça. Je vais vous dire, moi, il m'est arrivé dans ma vie de faire du conseil, d'intervenir comme advisor, etc., dans certains groupes, etc. Pour mes établissements, je vais prendre des experts externes, pour nos établissements aussi, parce que c'est important d'avoir une vue externe et de savoir où l'on en est. Personne ne sait. Personne ne sait. Celui qui dit « je sais tout, je maîtrise tout », tant mieux pour lui. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Le rôle des chaînes, par exemple, d'accompagner leurs membres, d'être là à côté d'eux et pas seulement juste leur dire lavez-vous les mains, etc. Tout ça, c'est très sympa, mais on n'a pas besoin d'eux pour ça. Ce qu'on a besoin, ce que les membres ont besoin, c'est d'avoir des conseils pratiques, techniques, financiers, commerciaux qui leur donnent des solutions à terme concrètes. Voilà. Après, une fois qu'on a ça, on ne peut dire qu'il y aura des gens qui seront pas contents, des gens contents, et que peut-être le seul avantage que l'on peut voir dans cette crise mondiale, il y en a peut-être un ou deux. Le premier, c'est que c'est plus une concurrence de localisation, de destination. Si les personnes viennent pas chez vous, ils vont nulle part. Bon, déjà, c'est une crise de l'offre et de la demande. C'est aussi quelque chose d'important.
De l'autre côté, naturellement, vous avez aussi le fait que la nature nous amène à revenir un peu vers elle. Et déjà, beaucoup d'hôtels sont revenus vers ça en mettant des concepts permaculturés, bio. Il y a déjà des choses qui courent comme ça. On voit des hôtels aussi qui, par exemple, sont en train de mettre en place des parcours entre petits hôtels, etc. Il y a des tas de choses qui se font pour revenir. Nous, par exemple, on a mis sur un partenaire qui est vers Marne-la-Vallée des idées de retour vers la nature, etc., 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 etc. Et ça a l'air de prendre un peu pour l'instant parce que le marché tel qu'il est, mais ça a l'air d'intéresser. Donc c'est une chose. Voilà. Je pense que c'est un sujet important. D'ailleurs, ça méritera peut-être une conversation dédiée, peut-être avec plusieurs d'entre vous qui sont intéressés par ces sujets pour voir comment les choses évoluent. En tout cas, merci infiniment, Oliver, pour toutes ces clés, pour tous ces conseils. Ouais. Pour finir sur une touche peut-être un peu plus personnelle. En tout cas, le confinement va avoir une fin à un moment donné. C'est quoi la première chose que vous allez faire vous quand on va pouvoir sortir? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie en ce moment? Ouais, écoutez, ça sera pas de me faire un bon gueuleton parce que voilà, je le fais actuellement. Ça ne sera pas de voir tous mes amis, etc., parce qu'on se voit, on se parle. Enfin, on se voit à travers la caméra, on se parle. Ça sera probablement d'aller avec ma femme et ma fille voir un musée dans la tranquillité, parce que je sais qu'au moment où il y aura la reprise, et on le voit d'ailleurs sur la réservation, comme je vous ai dit, que ça monte en septembre, c'est très fort. Ça va être faudra se cloner pour travailler parce que ça va être, comme on dit, parce que ça va être la folie, je pense. Ça risque d'être dense, oui. Quitte après à ce que ça redescende. Mais il y aura un moment, et donc je pense que ça sera d'être au calme dans un musée, voir des belles choses que je n'ai pas l'occasion de voir uniquement par ordinateur. Et voilà. Maintenant, la seule chose que je peux rajouter pour clôturer de ma part cet entretien, c'est que Winston Churchill disait une chose qui est très vraie, c'est que, pourtant je suis un pessimiste de nature, c'est que un pessimiste, il voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste, il voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et je pense qu'il nous faut être réaliste, fataliste et surtout très optimiste. C'est très important. Ne pas se relâcher, tenir le front, comme on dit à l'armée, et ne rien lâcher. Voilà, puisque on est en guerre. Ouais. Merci Oliver de finir sur cette note, et un grand merci à tous d'avoir suivi cette conversation. On se retrouve mardi 21 avril à 18h, toujours sur cette page Facebook Hôtel & Lodge, qu'on remercie de nous donner l'opportunité justement de tenir ces échanges. Et mardi, c'est Laurence Faye de Singularité qui recevra Arnaud Donquel. On parlera restauration, on parlera gastronomie. Donc chef de Cheval Blanc à Saint-Tropez et chef du futur Cheval Blanc à Paris. Donc on parlera de tout ça mardi. Donc on vous donne rendez-vous à 18h, et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes les conversations sur les chaînes d'Hôtel & Lodge. Et donc on vous souhaite une belle fin de journée, et prenez soin de vous, bien sûr. Merci Oliver. Merci Pascal. Au revoir, à bientôt. Au revoir.